Alors, on va pouvoir reprendre pour une nouvelle session, cette fois-ci, une table ronde autour de laquelle nous ferons intervenir 4 experts dans leur domaine pour questionner les enjeux éthiques et juridiques de l'IA. En effet, bon, alors je ne vais pas refaire la même introduction que Claire Nedelec ce matin. Si c'est pour faire la même chose en moins bien, je ne vois pas tellement l'intérêt. Mais tout ce que je peux dire, c'est que donc l'IA n'est pas quelque chose de nouveau en soi dans le monde de la recherche. Après, aujourd'hui, des outils se sont énormément démocratisés et posent donc nécessairement des questions au regard de la juridiction et de l'éthique, bien sûr, hein. Par exemple, qui est responsable en cas de préjudice causé par un système d'IA? Comment s'assurer que les processus et décisions fondées sur l'IA respectent les principes de transparence, d'explicabilité et d'équité dans la recherche? Ou encore de quelle manière la confidentialité et la sécurité des données utilisées par l'IA sont-elles protégées? Bien sûr, au regard de la science ouverte, ça pose nombre de questionnements, puisque d'un côté, on désire ouvrir les données, ouvrir les travaux de la recherche, et d'un autre côté, comment est-ce que l'ouverture peut finalement aussi être une menace au regard de l'IA? Hélène, je te laisse présenter nos super intervenants. Merci, merci Léo pour cette introduction. Donc, merci à nos intervenantes d'avoir répondu favorablement à notre proposition d'intervention. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir alors Liane Huttner, qui est en distanciel, qui a eu des difficultés avec le transport aujourd'hui, donc qui est maîtresse de conférences et assistante professeure à l'université Paris-Saclay, qui s'intéresse au droit de la protection des données, au droit numérique et à l'IA. Donc, elle est titulaire d'un doctorat de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et elle a été précédemment chercheuse invitée à l'Institut de droit européen et comparé de l'université d'Oxford à l'Institut Max Planck et de droit privé comparé et international de Hambourg. Si je ne me trompe pas, Liane, dans la présentation. Merci d'être présente avec nous. Nous accueillons également Mélanie Clément-Fontaine, qui est professeure de droit à l'université de Paris-Saclay, membre du laboratoire de droit des affaires et des nouvelles technologies, qui est spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et en droit du numérique. Donc, elle mène des projets de recherche sur les thèmes des données de l'IA et de la science ouverte, et moi, en étant membre du collège logiciel et code source du COSO. Donc, en qualité de présidente adjointe de l'école graduée de l'Université Paris-Saclay, elle a pour mission le développement de la science ouverte et de l'incidence de l'intelligence artificielle sur la formation à la recherche universitaire. Également avec nous, Cyril Labbé, donc, que vous avez entendu ce matin, qui est donc titulaire d'une thèse en informatique et professeur à l'Université Grenoble-Alpes et responsable de l'équipe de recherche Sigma au LIG, Laboratoire d'informatique à Grenoble, et co-porteur du projet ERC Synergie Nanobubbles, qui s'intéresse à identifier les freins au processus d'autocorrection en sciences. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Tessier, qui est en distanciel également, avec également des difficultés liées au transport, qui est donc directrice de recherche à l'ONERA, à Toulouse, et référente intégrité scientifique et éthique de la recherche dans son établissement. Elle est également membre du Comité national pilote d'éthique du numérique et elle est membre de l'Association des référents intégrité scientifique, ainsi que membre du groupe d'experts ad hoc de l'UNESCO en vue de l'élaboration d'un instrument sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc merci à vous 4 d'être présents aujourd'hui. Un rapide mot sur le déroulé de cette session. Chacun des intervenants vous fera un exposé de 6 à 7 minutes avec ou sans slide suivant ce qu'ils ont préféré faire. Et ensuite, nous passerons aux questions. Donc, nous avons prévu une série de questions et nous ouvrirons bien sûr les questions à la salle. L'objectif étant que la durée prévue est de 1 heure, 1 heure et quart pour cette session. Donc, tout d'abord, je vais passer la parole à Liane, qui va revenir sur l'encadrement juridique des données et des technologies. Liane, je vous en prie.
Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez tous bien? C'est parfait. Ok, super. Bonjour à tous et pardonnez-moi de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui en présentiel, mais bon, je fais ce que je peux en distanciel. Donc, je vais commencer cette table ronde en vous présentant les enjeux juridiques, l'encadrement juridique de l'intelligence artificielle, notamment en matière de recherche scientifique. Et la raison pour laquelle il est important de commencer par là, c'est qu'on a eu récemment l'adoption de plusieurs cadres qui sont donc récents et neufs, dont on doit discuter, dont on doit connaître pour l'encadrement de l'intelligence artificielle en matière de données et de recherche. Et en fait, la façon dont ces cadres s'articulent, c'est qu'ils reposent sur deux grands piliers. Comme vous le savez bien, l'intelligence artificielle, c'est d'abord des données et ensuite des technologies. Et finalement, si on regarde le droit européen du numérique tel qu'il s'est développé ces dernières années, on est vraiment sur ces deux piliers-là. Donc d'un côté, on a vraiment la question de la protection et de l'utilisation des données qui sont nécessaires pour construire et nourrir les intelligences artificielles. Et de l'autre côté, on a vraiment l'encadrement de la technique, de la technologie elle-même, de l'IA, et ça, c'est notamment le nouveau règlement sur l'intelligence artificielle. Pardon. Donc, ce que je vais faire très rapidement dans ces quelques minutes que j'ai, c'est juste vous présenter les grandes idées de ces deux cadres pour qu'ensuite on puisse aller plus loin au niveau des questions sur les choses qui vous intéressent. Donc, d'abord, si on regarde les données, on a à nouveau ici un double aspect, c'est-à-dire qu'en droit du numérique, on a d'abord la question de la protection des données, ensuite on a la question de l'ouverture des données. Et en matière d'IA, c'est vraiment complémentaire parce qu'on a besoin des données pour les construire, pour le progrès économique, pour l'innovation, mais d'un autre côté, on peut évidemment pas laisser toutes les données être utilisées n'importe comment. Donc le droit européen et le droit du numérique finalement reposent sur cette balance entre protection et ouverture utilisation des données pour la recherche scientifique. Donc du côté protection, on a évidemment la question du droit d'auteur, mais je vais laisser ma collègue, le professeur Clément Fontaine, vous en parler. Ce que je vais dire très rapidement, c'est qu'en dehors du droit d'auteur, on a aussi la question des données à caractère personnel, donc les données qui concernent les personnes physiques, qui sont protégées par le célèbre règlement européen de protection des données à caractère personnel, et qui est également applicable à la recherche scientifique. Donc, quand on fait de la recherche scientifique sur des données concernant des personnes, on doit respecter ce cadre européen. Donc, il y a plein d'éléments à respecter. Je pense que l'élément le plus important peut-être à retenir, c'est que lorsque les données sont anonymisées, alors le règlement européen de protection des données à caractère personnel ne s'applique pas. Donc si vous anonymisez de manière assez forte les données scientifiques, alors on peut les utiliser en dehors de ce cadre-là. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'évidemment, le droit des données à caractère personnel vise à... ne veut pas empêcher le progrès et la recherche scientifique. Donc, il y a une forme de souplesse par rapport à l'utilisation des données par les chercheurs. Par exemple, un des grands principes en données à caractère personnel, c'est le fait qu'on doit savoir quelles sont les finalités du traitement. Et en matière scientifique, c'est plus souple. On peut tout simplement consentir à un domaine, à une discipline de recherche plutôt qu'à une finalité très précise de traitement. Également, les chercheurs ont le droit de traiter des données à caractère personnel que d'autres personnes ont moins le droit de faire, comme le numéro d'identification des personnes au répertoire national d'identification. Donc ça, c'est le premier point, protection des données, avec des droits qui s'appliquent également. En parallèle, on a vraiment cette idée d'ouverture des données. Et ça, c'est un cadre qui est en cours d'élaboration au niveau européen, mais également au niveau français, avec le règlement sur la gouvernance des données et le règlement sur l'espace européen des données de santé. Et l'idée, c'est qu'on partage des données au niveau européen dans un intérêt public et pour le développement technologique. Les organismes du secteur public qui produisent et ont des données personnelles ou non personnelles peuvent les mettre à disposition et doivent le faire de manière transparente et non discriminatoire pour promouvoir la recherche scientifique et l'intérêt public. Donc, ces différents règlements mettent en place des procédures harmonisées de partage des données que vous, en tant que chercheur, vous allez pouvoir utiliser pour développer vos recherches. Alors, il y a aussi un pan de communication entre le droit et l'éthique, parce que même si vous avez le droit de les utiliser, vous devez respecter des chartes éthiques. Donc ça, je pense que ce sera d'autres personnes qui en parleront dans la table ronde.
Très rapidement sur la question des données de santé, l'espace européen des données de santé, donc on a une directive qui est en cours d'élaboration qui sera très bientôt adoptée au niveau européen, dont le but c'est de faciliter l'échange des données de santé et leur réutilisation à des fins de recherche et d'innovation, toujours évidemment dans le respect des données personnelles des personnes physiques, mais pour permettre un meilleur diagnostic et un meilleur traitement. Donc ça c'était vraiment ce premier pan de protection et ouverture des données, qui est l'une des stratégies, en tout cas européennes, pour promouvoir l'intelligence artificielle et l'utilisation des données, mais également ne pas oublier la protection des personnes. Le second point, et je vais le faire très rapidement, c'est sur la question de l'encadrement de la technologie elle-même. Et sur ça, on a un règlement qui a été très discuté, que je pense vous avez tous entendu parler, le règlement sur l'intelligence artificielle de juin 2024, dont le but est de créer des standards pour le développement des outils d'IA dans l'Union européenne, avec par exemple une différence en fonction des risques, avec des obligations de gouvernance et de qualité des données. Alors la chose qui est très importante à retenir à mon avis en matière de recherche et de recherche ouverte, c'est que le RIA ne s'applique pas aux modèles d'intelligence artificielle qui sont spécifiquement développés pour la recherche. C'est-à-dire que si on veut, nous, développer une IA dans le but exclusif de la recherche scientifique, alors on n'est pas obligé de l'appliquer, mais évidemment, on peut s'en servir en tant que standard à suivre, mais on n'aura pas de responsabilité si ce n'est pas le cas. En revanche, si on utilise une IA qui n'a pas été développée spécifiquement pour la recherche, mais qu'on l'utilise dans le cadre de la recherche, alors cette IA est censée respecter les éléments du règlement sur l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faut bien se dire quand on utilise une IA ou quand on développe une IA dans le cadre de la recherche et dans le cadre de la recherche ouverte, il faut bien définir si c'est exclusivement un des cadres de recherche ou pas. Si jamais c'est pas le cas, alors il va falloir évidemment respecter le règlement. Et donc là, il y a plein d'enjeux juridiques assez spéciaux. Si c'est pas le cas, alors c'est pas nécessaire. Et très rapidement, juste pour finir, le règlement met aussi en place ce qu'on appelle un bac à sable réglementaire. Donc, on a le droit de ne pas respecter du tout les éléments qui y sont. En revanche, on est sous la supervision d'une autorité de contrôle, donc notamment la CNIL. Donc, ce qu'on a, c'est vraiment cette balance qu'on retrouve en droit entre la protection des droits, la protection des libertés fondamentales, mais ne pas empêcher en même temps le progrès scientifique et le développement des techniques d'intelligence artificielle. Et donc, que ce soit en matière de données ou de technologie, on essaye en tout cas d'avoir cette balance-là dans tous ces cadres-là. Voilà, donc voilà pour cette présentation générale. On peut revenir plus précisément sur plusieurs éléments pendant les questions. Merci. Merci beaucoup, Liane. On reviendra avec des questions à l'issue des exposés également dans la salle. N'hésitez pas à commencer à noter vos questions. Donc, merci beaucoup pour ce premier exposé. J'invite maintenant Mélanie Clément-Fontaine à nous présenter en fait les problématiques que soulève l'usage de l'IA dans le cadre de la propriété intellectuelle et puis du droit d'auteur. Merci, c'est très confortable pour moi de parler après Liane parce qu'elle a effectivement brossé le cadre dans lequel on raisonne aujourd'hui. Alors, lorsque on s'interroge sur l'application du droit d'auteur à l'ère du numérique et puis plus encore avec ces nouveaux systèmes d'IA, eh bien, il faut faire un petit effort de mémoire. C'est-à-dire que le droit de la propriété intellectuelle, c'est un droit qui a été pensé à la fin du XVIIIe siècle, à l'ère du droit de la propriété. Le droit de la propriété, c'est la garantie des libertés individuelles. Et donc, ça a fonctionné extrêmement bien jusqu'au début du XXIe siècle. Que s'est-il passé au début du XXIe siècle? C'est qu'on a basculé sur une autre économie qui ne repose pas nécessairement sur la propriété, mais qui repose plutôt sur l'accès à l'information, l'accès aux données. C'est ce qu'on a appelé l'économie de la donnée. Et à partir de là, eh bien, on peut s'interroger sur la pérennité, la pertinence encore du droit d'auteur tel qu'on l'a pensé à une époque où l'économie reposait sur la propriété. Donc, à partir de ce début du XXIe siècle, petit à petit, on
on a imaginé d'autres moyens, en fait, de gérer son rapport au bien, de gérer son rapport au bien immatériel, ça ne posait pas de souci. Et donc, a émergé ce qu'on a appelé le mouvement du libre. Et donc là, ce sont des personnes qui ont pris l'initiative de se dire, plutôt que de suivre finalement une exploitation traditionnelle sur le droit de la propriété, on va renverser cette logique et on va partager l'accès à notre production intellectuelle. Ça, c'était un mouvement qui était volontaire et individuel. Et avec l'émergence de l'économie de la donnée, il y a eu une volonté, cette fois-ci politique, de soutenir cette économie. Alors d'abord soutenir l'économie du numérique. Et donc on a pensé un régime juridique favorable finalement aux acteurs du numérique, si bien que ces acteurs ont pu développer leur activité en dehors du droit de la propriété intellectuelle, mais pour autant ils étaient attachés au contenu, puisque le contenu permettait en fait d'être attractif, donc attirer les internautes. Et ce n'était pas tant le contenu qui était au cœur de leur économie que les données qu'ils allaient récupérer sur les internautes. Et donc le régime qui leur a été favorable a consisté à leur permettre de ne pas être inquiétés des contenus partagés à partir de leurs services. Et à partir de là, ces contenus qui sont eux-mêmes protégés parfois par le droit de la propriété intellectuelle, en fait, n'étaient plus du tout protégés, étaient exploités par des acteurs qui avaient une légitimité légale à le faire. Donc ça a été la première difficulté pour maintenir le régime du droit de la propriété intellectuelle. L'autre élément qui vient aussi atténuer finalement la force du droit de la propriété intellectuelle, c'est toute la législation qui a consisté à rendre accessibles les données publiques. Et là, on n'est plus sur une démarche volontaire, on impose à l'administration l'obligation de rendre accessibles ces contenus produits ou recueillis par l'administration, le rendre accessible et le rendre réexploitable. Et dès lors, l'auteur d'une création, s'il est agent public, perd la faculté de se prévaloir de son droit de propriété intellectuelle. L'administration elle-même ne va plus pouvoir opposer son droit de propriété intellectuelle quand ces contenus seront exploités. Alors les chercheurs, en 2006, et notamment les juristes, se sont inquiétés de ça et ont réussi à introduire une disposition dérogatoire en disant mais un chercheur, il ne relève pas de l'autorité hiérarchique dans son travail de chercheur, donc il dispose encore de ses droits de propriété intellectuelle, il n'aura pas l'obligation de les rendre accessibles. Cette dérogation, elle est toujours dans le Code de la propriété intellectuelle, mais elle ne bénéficie pas, par exemple, aux chercheurs en matière de logiciels, puisqu'en 2019 a été introduite une dérogation selon laquelle même les chercheurs qui produisent des logiciels perdent en fait la faculté d'exercer leur droit de propriété intellectuelle. Et c'est donc leur hiérarchie qui décide de la mise à disposition de ces contenus-là. Donc on voit petit à petit en fait le recul du droit de la propriété intellectuelle. On rajoute à cela la science ouverte. La science ouverte, c'est un peu le moyen de combler le vide. On avait d'un côté la possibilité volontairement de rendre accessibles ces travaux, ces développements. Ça, c'est ce qui a été entériné par la loi pour une république numérique qui dit aux chercheurs, si vous voulez, même si vous avez signé un contrat avec un éditeur, vous pouvez rendre accessible votre production scientifique. On avait un système obligatoire qui est tout ce qui relève du régime des données publiques et des contenus publics. Et la science ouverte vient inciter en fait les chercheurs à rendre accessible leur production scientifique, leurs données scientifiques, alors même qu'ils disposeraient encore d'un monopole en termes du droit de la propriété intellectuelle. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir ce qu'on va faire de la science ouverte. Est-ce que ça va être un régime facultatif qui sera laissé
au pouvoir d'appréciation du chercheur, ou est-ce que ça va être un régime obligatoire qui imposera au chercheur, dès lors qu'il a produit à l'aide de fonds publics, l'obligation de rendre accessible sa recherche. Donc on est dans cette configuration aujourd'hui, et à cela s'ajoute la question de l'IA. Alors la question de l'IA, là aussi il faut faire un petit travail de mémoire. En 2019, on adopte un nouveau cadre juridique européen de la protection du droit d'auteur, dans lequel on va régler la question, entre guillemets, des plateformes en leur disant, bon, ok, vous bénéficiez d'un régime dérogatoire qui fait que vous n'avez pas contribué à l'effort de financement des contenus numériques. Eh bien, ça va changer. Maintenant, vous allez devoir conclure des licences et donc contribuer à cet effort de financement. Les plateformes acceptent, mais parallèlement, on introduit ce qu'on a appelé la fameuse exception de fouille de données. Donc cette exception, elle a été pensée initialement pour les chercheurs, en disant les chercheurs ne doivent pas être bloqués dans leur recherche, ils vont pouvoir procéder à des fouilles de données et de contenu sans avoir à demander l'autorisation des auteurs. Il y a dans cette directive un certain nombre de considérants qui expliquent de A à Z cette exception au profit des chercheurs. Et au dernier moment, on a introduit un élargissement de cette exception de fouille de données au profit de n'importe qui pour faire ce que l'on veut. Donc tout à chacun peut, s'il le souhaite, procéder à une fouille de données et de textes sans avoir à demander l'autorisation de l'auteur. On ajoute juste une petite précision, sauf si l'auteur s'y oppose. Voilà. Et ça passe l'air de rien en 2019. Donc, évidemment, en 2019, on est dans cette logique de l'économie de la donnée. L'objectif politique est d'abreuver de contenu tout ce qui se trouve accessible en ligne. Et donc, le droit d'auteur, une fois encore, est sacrifié à cet endroit-là. Alors, ça a été finalement évoqué assez tardivement à l'occasion des débats autour de l'IA Act. Le projet de 2021 ne parle pas de la propriété intellectuelle. Il est simplement dit dans le projet sur l'intelligence artificielle, il faudra faire avec la propriété intellectuelle, mais la propriété intellectuelle ne doit pas freiner l'émergence des systèmes IA. C'est ce qui est marqué dans le projet de 2021. Et puis après, vous avez suivi les débats autour de ce texte où on s'est inquiété en se disant mais finalement, il faut quand même préserver le droit d'auteur puisque ces IA vont venir, enfin les exploitants des systèmes IA vont venir en fait utiliser tout ce contenu disponible techniquement, j'entends, en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté ? Eh bien, dans l'IA Act a été ajouté un rappel du droit. Le rappel du droit, c'est qu'il y a une exception de fouille de données et qu'il va falloir faire avec. Donc, mis à part si l'auteur s'oppose à l'exploitation, il va falloir permettre aux exploitants d'IA, de systèmes IA, d'utiliser tous ces contenus. Le chercheur, quant à lui, il a toujours la possibilité de faire ses fouilles de données, donc on ne pourra jamais lui opposer un non. Et puis, quand même, a été ajouté un élément qui dit que l'exploitant des systèmes IA devra collaborer en quelque sorte avec les ayants droit pour que des systèmes d'opposition fonctionnent. Autrement dit, si par exemple HAL permet aux auteurs de cocher « non, je ne veux pas qu'on utilise mon papier dans une fouille de données » ou que n'importe quel éditeur coche cette case-là, eh bien, ceux qui exploitent les systèmes d'IA devront mettre en place un moyen technique pour rendre effective cette opposition technique. On ne sait pas comment.
Ça repose beaucoup sur de la bonne volonté et cette obligation, elle rentrera en vigueur en août 2025. Donc ça laisse quelques mois finalement aux acteurs pour se mettre d'accord. Voilà le cadre général du débat. Merci beaucoup Mélanie pour ces éléments. Je ne doute pas qu'il y ait des questions tout à l'heure sur ce qui vient d'être évoqué. Je vais maintenant passer la parole à Catherine Tessier. Catherine, vous nous entendez ? Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai les planches, moi. Vous avez quelques slides. Donc, votre exposé s'attardera sur les questions d'intégrité scientifique qui sont soulevées par l'usage de systèmes dits d'IA générative pour la production de textes, de codes et d'images, et en particulier l'impact en termes d'augmentation de pratiques douteuses, etc. Donc, je vous laisse la parole. Vous voyez bien mes planches ? C'est parfait, et on vous entend. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Alors, je suis depuis une chambre d'hôtel et en plus, il y a des travaux, donc j'espère que vous n'allez pas entendre le bruit d'une marteau-piqueur. Bien. Donc, pour faire suite à l'exposé plénier qu'il y a eu tout à l'heure, donc juste un rappel, actuellement, le terme intelligence artificielle est utilisé par abus de langage, et je tiens à le préciser, pour parler alors maintenant de techniques d'apprentissage machine, quelle qu'elle soit. Et pour ce qui nous concerne là aujourd'hui, pour ce qui concerne cet exposé, d'agents conversationnels, ce sont donc des logiciels qui sont fondés sur plusieurs techniques d'apprentissage machine et qui produisent du texte, du code informatique ou des images en réponse à des requêtes d'un utilisateur. Alors c'est très utile d'avoir cette notion en tête. Et surtout de comprendre, alors je le fais très vite, comment ça marche, parce que ça découle sur des questions d'intégrité scientifique. Donc en fait, on a un utilisateur qui va écrire des requêtes, qu'on appelle prompts en anglais, et en fait, qui va programmer l'outil. Ça, c'est important à avoir en tête. Et l'outil va produire de nouvelles données, donc à partir de ces requêtes, par exemple, la séquence de mots, alors c'est pas tout à fait ça, mais bon, on va faire simple, la plus probable après le prompt, à partir de caractéristiques communes, donc qui sont apprises, donc entraînées, apprises entre guillemets, c'est un abus de langage, sur un corpus de données de très grande taille. Donc, en fait, ça fonctionne sur des principes de corrélation statistique. Ensuite, il y a des filtrages de résultats. Et ensuite, il y a des annotations humaines. Alors, les grands modèles de langue sont entraînés donc soit sur des corpus de texte généralistes, par exemple sur tout Internet, comme ChatGPT, ou bien spécifiques, par exemple, pour faire de la bibliographie. Scopus AI, je n'ai pas d'action chez Elsevier, mais bon, est entraîné sur la base Scopus. Alors, par nature, donc les requêtes de l'utilisateur. Alors, s'il s'agit d'un outil ouvert, par exemple ChatGPT, il y a divulgation des informations contenues dans les requêtes. Forcément, c'est ouvert aux quatre vents. Donc, ça pose des problèmes de sécurité, de vie privée, comme ça a été évoqué tout à l'heure, et de propriété intellectuelle. En ce qui concerne les résultats fournis, ils peuvent être issus de corpus contenant des éléments originaux, donc protégés. Donc, quid du respect de la propriété intellectuelle des tiers? Et on a vu que cette notion est en train d'évoluer depuis plusieurs années. Alors ensuite, toujours par nature, c'est un logiciel, donc il faut bien avoir en tête qu'il ne comprend rien, enfin ça n'a aucun sens, et qu'il fournit une illusion de dialogue. Il n'y a pas du tout de dialogue. Encore une fois, l'utilisateur programme l'outil. Il s'agit de fonctionnement statistique, donc il peut y avoir des résultats erronés, donc ces outils manquent de robustesse par nature. Il n'y a pas de notion de vérité, et on peut se poser la question de la reproductibilité. D'ailleurs, vous pouvez faire l'exercice avec ChatGPT sur une question toute bête de recette de gâteau au chocolat, par exemple. Il ne vous donnera pas 2 fois la même réponse. Bien. Alors, ces outils induisent des biais chez l'utilisateur. Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, la qualité perçue du résultat. C'est bien écrit, bien construit, il n'y a pas de faute, etc. Donc, ça peut induire la sensation que le résultat est scientifiquement valide. Il y a toutes les notions classiques, dès lors qu'on interagit avec un outil numérique, de biais d'automatisation. C'est-à-dire, si l'outil le dit, c'est que c'est vrai. De biais de confirmation, renforcement de ses propres croyances. Et tout ça, c'est susceptible d'être accentué. Et ensuite, il y a un risque d'une illusion de compréhension, particulièrement dans un domaine que l'on connaît mal. Donc, ça, c'est documenté par des articles scientifiques.
Alors, en recherche, c'est utilisé en fait à toutes les étapes de la recherche. La recherche bibliographique, l'élaboration de la recherche elle-même, la rédaction d'articles et l'examen par les pairs. Et il y a un article qui vient de sortir il y a quelques semaines sur la démonstration qu'on peut automatiser tout le processus de recherche. On peut se demander à quoi ça sert, mais bon, voilà. Alors, en ce qui concerne la recherche bibliographique et l'établissement de l'état de l'art, donc il y a tout un tas de questions à se poser. Quel est le corpus d'entraînement du logiciel qu'on utilise? Alors, avec un certain nombre de risques, c'est que ce corpus comprend des revues ou conférences de qualité médiocre, des articles qui figurent en l'état mais qui ont été corrigés ultérieurement, voire rétractés, des documents non évalués par les pairs, donc typiquement des préprints ou des blogs personnels, pourquoi pas, ou des articles d'opinion. Il faut se poser la question de la représentativité des résultats. Quelle est leur fraîcheur? Donc, est-ce que le corpus est à jour et oui, jusqu'à une certaine date? Quelle est la pertinence des résultats? La complétude, par exemple, est-ce qu'il y a des ouvrages? Sûrement pas, parce qu'ils sont rarement numérisés. Est-ce qu'il y a des documents derrière paywall? Est-ce qu'ils existent, ces documents, ou est-ce que le logiciel fournit n'importe quoi? Bien. Alors, il y a une augmentation des risques, alors qui existait déjà, mais qui va être accentuée. Ne pas prendre connaissance des références, c'est-à-dire citer des références sans avoir lu ni consulté les documents. Faire du plagiat d'un état de l'art ou d'un survey existant, faire du plagiat de citation, tout ça, ça va être accentué. Donc, les bonnes pratiques consisteraient à privilégier des outils de littérature académique, d'en utiliser plusieurs et de croiser les résultats. Et surtout, évidemment, de vérifier les références suggérées et de les lire. Bien. Alors, dans le cas de l'élaboration de la recherche elle-même, il faut se poser la question de où vont les données, ce que j'écris dans l'interface de l'outil, où est-ce que ça va? Et comment elles sont utilisées, ces données, par les sociétés qui proposent ces logiciels. Donc, il faut être vigilant relative à ces données, en particulier lorsqu'elles sont sensibles, donc les données à caractère personnel, les données de recherche, confidentielles, les hypothèses, les données brevetables, celles qui ne sont pas encore publiées, et les données protégées, donc tout ce qui est protégé par la propriété intellectuelle. Alors, dans l'élaboration de la recherche, donc là encore, il y a des mauvaises pratiques, voire des fraudes qui sont très facilitées par ce genre d'outils. Donc, la production de données créées de toutes pièces, qu'on appelle la fabrication de données, et de données arrangées, la falsification de données. Donc, nettoie-moi la courbe, etc., ou fournis-moi les données correspondant à telle courbe. Et puis, plus globalement, un risque de pression temporelle accrue sur la production de résultats scientifiques et sur la publication, parce que, entre guillemets, on voit ça partout, l'IA fait gagner du temps. Ah bon, oui, pourquoi faire? Voilà, on peut se poser la question. Alors, en ce qui concerne l'écriture de documents prévus pour la publication, donc il y a un consensus maintenant général sur le fait qu'un logiciel n'est pas co-auteur d'un document scientifique puisqu'il ne vérifie pas les critères pour être auteur. Il y a aussi un consensus sur le fait que les auteurs d'un document scientifique doivent le signaler dans le document avec le nom de l'outil, la version, les requêtes utilisées, expliquer ce qu'ils ont fait avec cet outil, donc simplement, entre guillemets, la rédaction ou l'amélioration du texte, ou alors production d'images, qui est d'ailleurs interdite chez certains éditeurs scientifiques, de graphiques, usage pour le processus de recherche lui-même, etc. Il faut absolument s'assurer de la correction de ce qui est produit et vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte donc à la propriété intellectuelle d'autrui. Ceci dit, ce dernier point est extrêmement difficile à vérifier. Alors, mauvaise pratique, là aussi, le plagiat délibéré. Par nature, ces outils font du plagiat, donc ça va être facilité et en plus de plus en plus difficile à détecter. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut faire du plagiat délibérément va effectuer plusieurs passes dans un logiciel de ce type pour reformuler, adapter le style, passer dans une langue, revenir dans la langue d'origine, etc. Ce qui fait que le texte produit va être finalement assez loin, quoique reprenant toutes les idées, etc., du texte original dans sa forme. Et puis, inflation, et Cyril Labbé, je pense, ira dans ce sens, de faux documents scientifiques. Et enfin, la dernière étape, c'est l'examen par les pairs. Alors, par définition, et sauf si le projet de publication a déjà été mis en préprint sur une archive ouverte, l'examen par les pairs porte sur des documents qui ne sont pas publiés. Donc, des articles, des thèses, provisions de projets, etc. Et donc, à ne pas diffuser, c'est sous embargo.
Donc, si un père, pour faire sa review, place des morceaux du texte, voire le texte entier dans un outil en particulier ouvert, eh bien, il va divulguer des connaissances originales on assiste déjà d'ailleurs à la multiplication d'évaluations automatisées et donc à une baisse de qualité de ces évaluations. Et donc là aussi, il y a un consensus, c'est si les reviewers ont utilisé un tel outil, il faut le dire, et en tout cas, c'est juste pour la mise en forme du texte. Donc, pour conclure, ces outils donc de génération de texte codé images, par nature, facilitent l'aimantement de l'intégrité scientifique. Il faut donc en faire un usage raisonné et surtout critique. Et puis, il y a des gros risques d'accroissement de l'inflation de publication et de diminution de leur qualité. Donc, il faut se poser toujours cette éternelle question, le poids du calcul du nombre de publications dans les évaluations individuelles des chercheurs et les évaluations des établissements. Le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de recteurs, et ce problème va être accentué, et qui va déboucher sur un recours à la relecture, entre guillemets, automatisée. Donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, finalement, comment préserver la qualité dans HAL? Bon, après, je ne vais pas commenter, j'ai plusieurs planches sur des références que vous trouvez maintenant un peu partout. Donc, HAL Office, HAL Europe, avec ce guide donc, qui est amené à évaluer au niveau de l'Europe, et puis les références que j'ai utilisées pour cet exposé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Je vais maintenant passer la parole à Cyril Labbé qui va revenir sur ce qu'il a présenté ce matin et compléter avec des réflexions autour de la science ouverte. Oui, du coup, je vais vraiment continuer un peu là sur la lancée de ces problèmes d'évaluation et de pression à la publication. Donc, je vais commencer par une planche qui vous explique l'importance du nombre de publications et du nombre de citations dans le classement de Shanghai. Donc voilà, il y a des pourcentages là, et donc voilà, pour être une université, pour être bien classée, on va regarder le nombre de highly cited researchers qu'il y a chez elle. On va regarder le nombre de publications qu'elle a publiées dans un certain nombre de bases de données. On va vérifier, on va faire un calcul par personne. Donc finalement, la taille de l'université, plus vous êtes gros, plus vous pouvez publier beaucoup et être beaucoup cité. Donc voilà, les politiques publiques de regrouper les universités ensemble, on peut se poser la question si c'est pas juste simplement parce que dans le classement de Shanghai, ça compte que 10%, alors que voilà, ça va mécaniquement, en ayant des établissements plus gros, on va remonter. Et donc la planche suivante, c'est le calcul SIGAPS. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant je parle devant un public averti, donc voilà, c'est juste c'est issu de la page Wikipédia et d'une publication de Yves Gingras qui décrit un peu la manière dont ces calculs sont faits. Donc c'est vraiment le montant financier est strictement, il y a un montant financier qui peut être associé à une publication, grâce à ce petit calcul-là. On peut dire que voilà, en 2017, une publication dans Nature, ça rapportait à l'hôpital 82 000 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, on est vraiment dans un monde où même s'il n'y a pas d'évaluation par personne, on a aujourd'hui des systèmes qui permettent de calculer beaucoup de choses, le nombre de fois que les gens sont cités, le nombre de publications qu'on fait. Donc c'est grâce aussi à l'ouverture de tous ces systèmes, donc le fait que HAL recense tous ces... Oui, alors ça c'est quelque chose pour vous dire que tout le monde a intérêt à tricher dans le milieu académique, que ce soit les scientifiques pour être mieux classés, que ce soit l'administration, enfin votre université a intérêt à faire monter son classement, les étudiants ils ont intérêt à tricher pour pouvoir avoir leur diplôme, d'accord, pour avoir leur thèse il faut publier un certain nombre de choses, le gouvernement va vouloir que les universités soient mieux classées, les maisons d'édition vont vouloir que leurs articles, que leurs journaux soient bien classés, etc. Donc finalement le seul qui n'a pas intérêt à tricher là-dedans c'est les gens qui construisent les bibliothèques, qui construisent les archives de documents. Donc voilà, ceux-là, on ne sait pas trop pourquoi ils auraient intérêt à tricher. Mais sinon, tous les autres, quelque part, ils ont intérêt à faire mieux en termes de publier, etc. Donc effectivement, comme on l'a vu là déjà plusieurs fois, puis comme vous l'avez vu un peu tout à l'heure, l'IA générative, tous ces modèles de langue et ces capacités à générer des images et à générer des données, c'est des choses qui sont
il y a un problème un peu important qui arrive en concurrence avec cette pression à la publication, qui fait que voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent déraper. Et donc voilà, moi l'importance que je mettrais, c'est que bon, alors ces archives ouvertes, elles sont aussi une partie du problème parce qu'elles permettent de calculer plein de choses qui vont, voilà, quand on fait l'évaluation de l'HCERS, on nous demande de mettre tout dans HAL, comme ça après derrière on peut tout extraire, donc le nombre de papiers, le nombre de logiciels, le nombre de jeux de données, etc. Donc voilà, ça fait partie de cet écosystème qui pousse à la production. Mais ça n'empêche pas que garantir l'ouverture et le fait de, enfin en tout cas dans ma discipline, quand on publie quelque chose, quelque part on donne ça, c'est la construction du savoir, et puis que ce soit utilisé par des gens pour en faire de l'argent ou pas, finalement ça a toujours été comme ça. On publie un process, on publie quelque chose, et puis derrière il y a des gens qui le récupèrent et qui vont peut-être faire de l'argent avec. Donc que mes publications à moi soient crawlées par des gens qui vont construire des modèles de langue avec, et qui vont du coup faire de l'argent avec les textes que j'ai produits, quelque part ça ne me choque pas vraiment, parce que c'est un peu l'habitude, en tout cas dans mon domaine. Donc voilà, cet aspect ouverture, c'est quelque chose qui me semble important. C'est quelque chose qui va aussi garantir qui va permettre de vérifier ce qui a été publié, et de mieux, voilà, les pires choses en général sont cachées derrière les paywalls. Donc il y a vraiment des choses qui sont, voilà, on ne les voit pas parce que les gens ne vont pas aller les lire, etc. Donc derrière les paywalls, il peut y avoir aussi des choses qui sont très mauvaises. Et puis voilà, donc le fait d'avoir des archives ouvertes et de laisser l'accès aux documents qui est produit par la recherche, ça me semble important, à la fois pour essayer de détecter des erreurs, à la fois construire des bases de connaissances comme on l'a vu tout à l'heure, et puis de extraire et vérifier des informations, extraire des métadonnées comme on l'a vu sur des documents anciens, etc. Donc voilà, je pense que c'est tout cet aspect entraînement de nouveaux modèles, etc. C'est aussi quelque chose d'important de garder ces choses ouvertes. Et puis donc après, effectivement, je comprends que pour des documents qui sont des romans écrits ou quelque chose sur lequel il y a une propriété intellectuelle importante, effectivement, là, il faut se poser la question de est-ce que c'est peut-être un peu comme des logiciels, quoi. On a le droit de l'utiliser, mais à ce moment-là, on n'a pas le droit de vendre ce qu'on fait, ou on pourrait imaginer des sortes de niveau un peu comme les logiciels libres, où on a le droit soit de l'utiliser complètement et puis de même faire de l'argent avec, ou alors de l'utiliser seulement sans faire de l'argent, ou alors il y a un aspect contaminant qui va faire que si vous utilisez tel type de document, à ce moment-là, vous êtes obligé de rendre complètement ouvert l'utilisation de votre IA ou des choses comme ça. Enfin, je suppose qu'il y a énormément de choses à faire, et puis après il y a la mise en pratique qui effectivement est très difficile. Aujourd'hui, je suppose qu'elle n'a aucun moyen de vérifier qui vient utiliser les documents qui sont mis en ligne. Voilà, merci. Merci beaucoup Cyril. Merci pour ces quatre exposés. Léo, je te passe la parole. Alors, on va commencer à poser des questions et puis ensuite on vous donnera la parole parce qu'on ne doute pas qu'il y ait des questions dans la salle. Oui, alors du coup on peut se poser la question des chercheurs qui veulent tout de même protéger leurs travaux face au moissonnage de l'IA. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme recours pour se prémunir de l'IA qui pourrait venir utiliser des travaux? Par exemple, on peut penser aux licences. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Alors, le principe, c'est qu'il y a un monopole. Donc, pour faire usage d'une production, il faudrait l'autorisation. Mais vous me parlez d'un chercheur. En fait, d'abord, il faut vérifier qu'il dispose des droits de propriété intellectuelle. Donc, on a vu en informatique, c'est plus lui qui en dispose. Admettons que ça soit hors de ce champ-là. Ensuite, s'il le met, il met son article sur HAL. Donc, il y a la possibilité de déterminer les conditions d'utilisation de son article. Mais s'agissant de l'IA, il y a un obstacle concret, c'est-à-dire que comment vérifier, en fait, comment savoir si son article a été utilisé. Alors, soit on revient à un principe de réalité, en disant on ne va pas pouvoir contrôler ça, à moins qu'on ait des moyens techniques de bloquer, qu'il y ait un accord et il y a une reconnaissance réciproque de ces outils-là, si bien que les systèmes IA n'iront pas crawler tel article parce qu'il y a une protection technique.
mis à part cette solution qui pourrait peut-être être adoptée d'ici août 2025, le principe de réalité conduirait à dire tant qu'on ne reconnaît pas en fait, l'article dans la production, dans ce qui est généré à partir d'une IA, il n'y a pas de droit à opposer en fait, à celui qui a utilisé notre contenu. C'est une solution qui a été retenue par la Cour de justice de l'Union européenne à propos de la musique, en disant oui, il y a eu emprunt à des morceaux musicaux, sauf que dans le résultat généré, on ne reconnaît pas ce qui a été emprunté. Donc, on considère qu'il n'y a pas de contrefaçon. Est-ce que cette solution doit être généralisée? Voilà. Merci, merci Mélanie. Liane, peut-être un complément ou Catherine à ce sujet? Non, je peux juste poser la question, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître? Eh bien, on peut détecter, par exemple là sur la musique, on peut détecter une séquence sonore et on dit ça a été récupéré de tel morceau. On pourrait, sur un article scientifique, alors les idées, vous le savez, sont de libre parcours, donc là, on ne peut pas s'y opposer. Heureusement, d'ailleurs, je dirais, surtout si on est chercheur. En revanche, sur la forme, s'il y a une reprise de la forme et qu'on découvre qu'il y a cet emprunt-là, en plus, on a des moyens quand même, des outils de plagiat qui pourraient détecter ces emprunts-là. Alors là, on considérait qu'il y a contrefaçon. Est-ce que ça va être le critère? Parce que voilà, c'est toujours dans cette idée de réalité, en fait, face à un outil qu'il est difficile de contrôler, en tout cas dans un usage aussi massif qu'il l'est. Alors, autre chose, les éditeurs eux-mêmes disposent d'une base de données. Et cette base de données, c'est tout ce qui a été produit par leurs auteurs. Nous, en droit, on est payé pour publier. Je crois qu'on est on est les seuls à peu près. Mais donc, on a des commandes des éditeurs qui sont très contents parce qu'ils ont un marché, et notamment le marché des professionnels du droit. Et donc, leurs outils vont être entraînés sur la base de ce fonds qui est d'une excellente qualité en principe, puisque les auteurs sont très bons et les autrices aussi. Et donc, ils sont payés pour le faire. Ils sont payés pour le faire. Et donc là, c'est intéressant parce que eux pourront peut-être protéger leur base. Donc en fait, ils alimentent eux-mêmes finalement ce qui va permettre d'entraîner leur IA. La question qui va se poser est de savoir s'ils devront rémunérer leurs auteurs et leurs autrices pour offrir ce nouveau produit à leurs clients. Pour l'instant, ça n'a pas du tout été questionné. Voilà. Est-ce qu'ils vont modifier leur contrat avec leurs auteurs pour ajouter cette exploitation? Je pense que oui. Donc là, j'aurais envie de poser une question. C'est aujourd'hui les contrats qui vous sont proposés par ces éditeurs-là prévoient cet usage-là? Non. Il me semblait. Peut-être. Donc on pourra peut-être faire comme les journalistes à l'époque, faire valoir nos droits sur tout l'usage qu'ils ont fait déjà de nos publications sans l'autorisation. Après, c'était une exploitation qui n'avait pas été anticipée au moment où on a conclu les contrats. Donc ça peut entrer quand même dans le champ contractuel de l'autorisation. Moi, j'aurais aussi une autre question, peut-être plus pour Cyril et Catherine. Comment, du coup, aujourd'hui, on fait pour accompagner les chercheurs dans leur usage de l'IA, que ce soit en étant professeur en informatique ou d'un point de vue plus éthique, à l'ONERA, par exemple, avec l'émergence de ces outils, comment est-ce qu'on accompagne les chercheurs dans ces usages? Je peux commencer. Oui, vas-y Cyril. D'accord. Du coup, je vois deux pans dans la question. Donc, en tant qu'enseignant-chercheur, il y a l'aspect enseignement où effectivement là, on se pose beaucoup de questions sur comment gérer l'arrivée de ces outils qui effectivement produisent du code qui est souvent assez impressionnant.
Donc du coup, voilà, faut qu'on arrive à gérer ces choses-là, peut-être sans doute changer des modes d'évaluation sur tout ce qui est TP, etc. Donc ça entraîne un certain nombre de changements dans nos pratiques, ça c'est sûr. Et après, sur les aspects recherche, je pense que je pense que l'utilisation qu'en font nos jeunes pour l'instant, c'est principalement de la réécriture. C'est-à-dire que, ou de la réécriture, c'est de l'aide à l'écriture, donc de la réécriture de leur propre production, dans le sens où ça leur permet effectivement d'améliorer leur anglais, etc. Donc il y a un usage qui est très positif sur ce genre de choses. Après, je pense que j'ose imaginer qu'on ne voit pas encore l'utilisation de génération de fausses données et des choses comme ça dans nos labos, parce que voilà, on n'est pas à un niveau de pression sur la publication qui fait qu'on n'a pas systémiquement, on n'a pas de ce genre de dérives qui apparaissent, mais c'est des choses qui apparaissent dans d'autres pays de manière assez forte en fait, parce qu'il y a des pays où il y a vraiment une pression à la publication qui est très forte avec des incitations financières pour les publications, etc. Et puis le fait que vraiment on n'aura pas le diplôme si jamais il ne se passe pas telle chose et telle chose. Donc voilà, du coup ça peut arriver ailleurs, mais voilà, je pense pas que ça, en tout cas chez nous, je pense que je sais pas, mais pour l'instant c'est pas des choses qu'on voit. Et après, il y a de plus en plus dans nos écoles doctorales, il y a de plus en plus de formation justement à l'éthique de la recherche, qu'est-ce que c'est que faire de la bonne recherche, les bonnes pratiques scientifiques, etc. Et puis, donc voilà, je pense qu'il y a aussi une sorte de renforcement de l'éducation sur les valeurs associées à la recherche. Et puis donc il y a le serment doctoral, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a été introduit il y a quelques années, donc pour effectivement renforcer cette formation à l'éthique. Okay, merci. Catherine, si vous voulez compléter. Oui. Donc oui, pour continuer sur ce que vient de dire Cyril, je reprécise que la formation doctorale à l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique est obligatoire depuis 2016, donc c'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau, et qu'elle est généralisée, en tout cas pour ce qui concerne l'intégrité scientifique, depuis la mise dans le code de la recherche des principes d'intégrité scientifique et des modalités pratiques depuis le 1er janvier 2024. Donc maintenant, tous les chercheurs devraient être formés dans leur établissement à l'intégrité scientifique. Voilà, c'est juste un petit rappel. Alors, en ce qui concerne l'ONERA, nous avons rédigé une charte de bon usage des outils de production automatisée de code, images et textes, avec une annexe donc, concernant les points d'intégrité scientifique que j'ai soulignés tout à l'heure. Bon, après, ce n'est qu'une charte, un document que les gens lisent ou pas. Donc, il faut absolument former, sensibiliser, répéter les choses, en particulier attirer l'attention des chercheurs sur le fait que même s'ils utilisent ce genre d'outils pour des usages considérés comme anodins, c'est-à-dire traduire, reformuler ou produire un morceau de code qui, de leur point de vue, ne porte pas à conséquence, eh bien tout ça, s'ils utilisent un outil ouvert, c'est-à-dire ouvert sur l'extérieur et dont les données vont être transmises à des sociétés qui, évidemment, ne sont pas souveraines et souvent situées aux États-Unis, eh bien, tout ça, ça va s'en aller vers ces entreprises-là. Et il faut avoir en tête que même des choses qui nous semblent anodines, eh bien, renseignent sur ce qu'on est en train de faire. Donc, un morceau de code qui peut sembler anodin, on demande de faire reformuler dans les bugs, enfin je ne sais quoi, renseigne d'une certaine façon sur ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, donc les chercheurs doivent absolument se poser des questions. Pourquoi j'utilise l'outil? Qu'est-ce que je mets dedans? Est-ce que ça risque de porter à conséquence? Est-ce que je ne dévoile pas quelque chose qui ne doit pas être dévoilé? En particulier, je suis en train d'écrire un article, j'ai la flemme d'écrire l'abstract, je mets tout l'article dans l'outil pour qu'il sorte un abstract, et ben voilà, je viens de dévoiler quelque chose qui ne doit pas être dévoilé, puisque par nature, l'article que je suis en train d'écrire, il n'est pas encore publié. Donc se poser ce genre de questions, vraiment. Donc il faut former, sensibiliser, et puis le faire sans relâche. Merci à tous les deux. On va peut-être ouvrir les questions à la salle. Je ne doute pas qu'il y en ait. Je voulais juste faire un commentaire sur le dernier point. Quand on fait une requête sur le site d'un éditeur, on renseigne l'éditeur ce sur quoi on travaille, et notamment quand on fait une requête à travers une API,
en utilisant une clé d'abonnement. Ou bien le numéro IP selon comment c'est configuré. On renseigne non seulement l'éditeur sur le genre de sujet chaud, mais on le renseigne sur qui on est, puisqu'on fournit la clé ou le numéro IP. Et si on fait une succession de requêtes, voilà. Donc voilà, je voulais juste faire ce commentaire pour dire que les questions qu'on se pose là aujourd'hui, notamment par rapport à ChatGPT, on peut se les poser aussi sur d'autres grandes entreprises. Le deuxième point, rapidement, commentaire que je voulais faire, c'est quand même que le droit prévoit que ces outils, nos outils, nous de chercheurs en text mining ou les outils d'entreprise, travaillent normalement, s'ils restent dans le cadre de la loi, sur des contenus auxquels ils ont licitement accès. Donc ça veut dire ce que ça veut dire quand même, c'est qu'ils ne peuvent pas normalement utiliser des contenus qui sont protégés. S'ils le font, ils sont en dehors du droit. Mais alors non, licitement, ça veut dire soit... Comment ? Il y a l'exception de fuite de données. C'est licite. Enfin, on peut relire le texte de la loi ensemble. Ce sont sur des contenus auxquels on a licitement accès, même dans l'exception fouille de données de la loi, de la directive européenne, même pour les chercheurs. On ne peut pas utiliser pour la recherche en text mining, par exemple, que je fais, des contenus auxquels on n'a pas licitement accès. Donc, je peux utiliser des contenus auxquels j'ai accès sur abonnement, des contenus qui sont explicitement publics, avec des licences CC BY ou whatever, mais je n'ai pas le droit d'utiliser des contenus auxquels je n'ai pas licitement accès, même s'il se trouve que je les ai trouvés d'une manière, mettons, ils sont sur Sci-Hub, pour prendre un exemple, je n'ai pas le droit de les utiliser puisqu'ils ne sont pas licitement accessibles. Sci-Hub étant un pirate, un voleur. Si moi je les utilise pour entraîner mon modèle, je suis en dehors du cadre de la loi. Donc je pense que c'est vraiment important de rappeler qu'il ne s'agit pas de piocher à droite et à gauche sur n'importe quoi, sur tous les tiroirs ouverts. Ce n'est pas parce que le tiroir est ouvert que j'ai le droit de prendre dedans. Donc il faut que on se rappelle, et c'est pareil pour ChatGPT, c'est pareil pour tous les modèles qu'on va entraîner sur des documents. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Est-ce que vous voulez rebondir dessus ? Est-ce que... Bonjour, merci pour vos interventions qui sont très intéressantes. Je voulais rebondir sur le fait aussi, quand on se dit finalement si ça c'est exposé à l'extérieur, on peut aussi se poser la question de déployer des instances chez nous, mais quand on fait appel à des solutions propriétaires, de toute façon c'est une confiance qu'on accorde à la solution propriétaire, de ne pas prendre ce qu'on entraîne dans nos établissements pour améliorer leurs algorithmes, mais je ne pense pas que les contrats finalement, c'est un contrat moral qu'on passe avec la solution, mais on ne peut pas vérifier effectivement qu'il n'y a pas d'usage de ce qu'on met sur les instances quand elles sont déployées par des opérateurs privés sur lesquels on s'appuie quand on n'en développe pas dans nos établissements. Il y a une confiance sur la partie contractuelle finalement de où sont les serveurs et qui n'utiliseront pas réellement les corpus qu'on a entraînés. Je pense qu'effectivement pour les utilisations très sensibles, la seule solution c'est d'avoir une solution entièrement en interne. Les serveurs sont en interne. Donc je sais qu'au CEA ils utilisent des choses, ils ont leur propre modèle, ils ont installé leur propre modèle de langue sur leur propre serveur. Je me pose une question à la fois d'un point de vue légal et aussi si on veut, du principe de la loi. Quand on parle d'un algorithme qui était entraîné sur une énorme base de données, et après il produit un certain produit, je prends un texte, on ne peut pas montrer explicitement quels articles ont été utilisés pour produire ce même texte. Donc à quel point est-il correct, déjà, et à quel point est-il légalement pertinent, et après, est-ce que c'est correct de remettre en cause l'entraînement de l'algorithme lorsque le texte produit peut-être ne s'appuie pas sur un tel article. Je veux dire, si par exemple il a utilisé 1,5 million d'articles qui sont licites, et puis 1 ou 10 qui ne l'étaient pas, jusqu'à quel point on peut vraiment dire que c'est l'algorithme en soi qui a été amélioré par tout ce corpus, où voilà, effectivement il y avait 10 articles en plus, mais ils n'ont pas affecté la production de ce texte, et donc c'est anodin.
Si je comprends votre question, peu importe en fait qu'il y ait 1% de contenu qui a été utilisé contrairement au droit. Ces 1% sont de trop, c'est tout. Mais peut-être, ce 1% n'a pas vraiment amélioré. Oui, il a été mais lu, tant pis. L'infraction ne dépend pas du bénéfice qu'en tire le délinquant. C'est le fait d'y avoir accès, de l'avoir pris, peu importe s'il y a eu un bénéfice. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le règlement charte artificielle, on a des obligations d'enregistrement, de registre, de transparence, où toutes les œuvres, toutes les données qui sont utilisées doivent être sauvegardées et maintenues par le responsable de l'entraînement, par le fournisseur, pour montrer en fait ce qu'il a utilisé. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de l'obligation de collaborer pour que le système technique qui empêche la fouille soit effectif. Il y a une seconde obligation qui est de mettre à disposition au public un résumé suffisamment détaillé de ce qui a été utilisé par l'IA. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est un résumé suffisamment détaillé. Donc, c'est extrêmement flou. Une règle floue, c'est une règle sujette à interprétation, donc on verra comment elle sera interprétée, de manière raisonnable sans doute, parce qu'on sait très bien que lister tout ce qui a été utilisé par l'IA, ça semblait trop, et c'était un risque de freiner cette technologie. L'Europe n'a pas non plus veut encadrer l'IA, l'usage de l'IA, mais n'a pas envie non plus de perdre trop d'avance. En tout cas, non, elle a déjà du retard par rapport aux autres acteurs, donc de ne pas en avoir plus encore du fait de la réglementation. Et en même temps, on avait ce besoin de transparence, ce besoin de protection des droits de propriété intellectuelle. Donc je ne sais pas à quel niveau va être mis le curseur. Merci. Catherine, je vous en prie, vous souhaitez intervenir? Oui, je voudrais compléter la réponse en matière d'intégrité scientifique. On rappelle que du point de vue de l'intégrité scientifique dans le domaine de la recherche, on a obligation de citer ses sources. Donc si on produit un texte qui est construit à partir de textes existants et que l'outil en question ne produit pas les sources à partir desquelles le texte a été élaboré ou produit des fausses sources, eh bien, on est en infraction en manquement par rapport à l'intégrité scientifique. Donc là, il y a un problème majeur. Il y a non seulement un problème juridique, mais il y a aussi un problème d'intégrité scientifique majeur. Merci, Catherine. Oui, merci beaucoup. Je voulais revenir sur l'intervention de Liane en début de table ronde, là où elle mentionnait les deux facettes, qui peuvent aussi paraître comme des injonctions un peu paradoxales entre protection et ouverture. Parce qu'en fait, pour moi, c'est assez cœur comme sujet dans le contexte de nos politiques de sciences ouvertes, où en fait, on veut favoriser la réutilisation des contenus qui sont produits. Et donc, pour moi, tout ça n'est pas antinomique. Quand on veut protéger, on a les outils pour créditer les auteurs. Ça renvoie plutôt au droit moral. Il faut définir les conditions d'accès et de réutilisation. On peut avoir à protéger techniquement pour interdire effectivement la réutilisation de données sensibles. Quand on veut ouvrir, c'est pour permettre la réutilisation. Et un problème que l'on a, c'est de tracer aussi, de mieux tracer ces réutilisations. Donc moi, j'ai l'impression que l'arsenal juridique est là, que l'arsenal technologique pour bien gérer tout ça, c'est là. Et moi, personnellement, je ne m'offusque pas que les IA utilisent des contenus qui sont dans les archives ouvertes. C'est là pour ça. Donc,
arrêtons de s'offusquer. Je dis bien dans le contexte de la science ouverte où en fait on veut favoriser la réutilisation. Arrêtons de nous offusquer de ces réutilisations. C'est juste pour ça qu'on fait ça en fait. Le problème que les droits, les technos, sont mal utilisés pour tracer les producteurs qui réutilisent, je pense que ça va progresser, mais arrêtons d'opposer ça, quoi. Gérons bien les choses, mais techniquement tout est là, il me semble. J'ai tendance à parler, juste un mot, il y a une occupation de l'espace numérique, une occupation par le contenu, parce que ces IA génèrent à partir de données, et vous voyez bien les biais que ça peut entraîner. Donc plus on sera à l'origine en fait de ce contenu qui sera utilisé par les IA, plus on influencera finalement le paysage. C'est peut-être un peu illusoire, mais c'est ce que j'appelle la colonisation numérique. Il faut occuper le terrain. Donc j'ai le sentiment que cette politique de la science ouverte, la politique sur les données publiques, procède de cette démarche-là, de vouloir peser dans le paysage culturel, scientifique du monde. Oui, complètement. Et puis après, il faut bien se dire qu'il faut distinguer entre les diverses utilisations des données et des résultats de la recherche. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est la recherche ouverte et la recherche publique a vocation à être réutilisée par tout le monde et à bénéficier à l'intérêt public. Si ensuite elles sont réutilisées et à des fins commerciales par des grands groupes qui en plus ne sont même pas français et qui payent par exemple même pas leurs impôts en France, on peut se demander si c'est quelque chose qu'on accepte ou pas et si techniquement et juridiquement on en a envie. Et je pense que dès qu'on parle sur des questions de propriété, de données, ou même donc pas de données personnelles, mais propriété de certaines données, ou de données à caractère personnel avec la question de la vie privée des gens, avec des choses qu'on peut utiliser à plein d'escients différents, je pense qu'il est quand même important, toujours, de balancer cette question de la réutilisation, du progrès scientifique et technologique avec les autres intérêts qui sont en jeu. Oui, je suis totalement. C'est pour ça qu'il faut avoir. Je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est pas nouveau avec l'IA en fait. C'était. Non, pas du tout. Déjà là avec le mouvement de l'open data, partir du moment où on rend nos données accessibles, potentiellement elles sont réutilisables par d'autres qui peuvent générer de la valeur économique, etc. Et donc là, ça ne fait qu'amplifier le phénomène. Voilà. C'est juste, mais le grand enjeu de l'IA, et je reprends ce que disait le professeur Clément Fontaine, c'est que en fait, c'est très compliqué de savoir si c'est bien utilisé, c'est très compliqué de savoir si on a des biais, c'est très compliqué de savoir comment, quoi, qui, et la manière dont l'IA prend le pas sur l'espace numérique, voilà, je réutilise encore ces termes-là, c'est complètement différent quand même de ce qu'on avait juste avec le mouvement de la recherche ouverte. Donc on est quand même, c'est pas des questions qui sont nouvelles, mais la manière dont elles se matérialisent et leurs effets, je crois que c'est quand même pas exactement la même chose. Mais d'ailleurs, on a créé des nouvelles règles, mais on n'a pas créé des nouveaux concepts complètement étrangers à ce qu'on avait. On a réutilisé des choses qu'on avait en droit, des méthodes qu'on avait en droit, qu'on a adaptées, qui montrent bien que finalement on est capable de le faire. Il faut quand même juste, je pense, prendre la mesure de aujourd'hui l'ampleur que ça a. Peut-être que ça va pas du tout continuer à être de cette manière dans le futur, on ne sait pas. Mais il y a quand même un changement, à mon avis, au niveau de la recherche scientifique avec l'IA, qu'on ne peut pas nier. Oui, puis pour prolonger ce que dit Liane, l'open data, l'idée c'était de dire on va permettre la réutilisation et l'exploitation des données publiques, mais ça va avoir un cercle vertueux, c'est-à-dire que ça va booster une économie. Cette économie, elle paye des taxes et des impôts. Ça va revenir dans le panier de l'État qui finance cette production des données publiques et ainsi de suite. À partir du moment où cette boucle vertueuse n'existe plus, comment on finance
finalement, la recherche? Parce que c'est quand même une question aussi importante à se poser. Si on met à disposition, si on demande au laboratoire de trouver des fonds propres, mais en même temps, on leur dit vous ne pouvez plus exploiter vos droits de propriété intellectuelle, comme le modèle économique qui existait avant sur le fondement de la propriété, comment fait-on ? Comment récupérer ces fonds propres, en fait? Comment valoriser économiquement sa production scientifique? Sauf à dire, les fonds, vous les aurez. On va pallier ce manque à gagner par des fonds publics. Or, les fonds publics sont quand même se tarissent. Donc, à un moment donné, comment on finance cette recherche? Alors, c'est vrai que dans le meilleur des mondes, de la recherche, on partage tout, hein. Je suis de ce mouvement du libre, j'ai trouvé passionnant, cette histoire est passionnante, hyper intéressante, mais à un moment donné, comment on finance la recherche publique, nous, chercheurs? Si je peux intervenir là-dessus, là on est en train d'avoir un débat sur le modèle économique qu'on souhaite, et en particulier est-ce qu'on souhaite avoir un modèle capitaliste, et nous, chercheurs, vendre ce que nous produisons grâce aux impôts des citoyens de ce pays, ou est-ce qu'on est dans une direction de sciences ouvertes, de biens communs, partagés avec tous? Là, on se focalise sur ChatGPT et quelques compagnies. Dans le passé, nous avons eu des gros éditeurs, et puis ça continue. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais faire. Je pense que le débat là sur système capitaliste ou non, il dépasse peut-être le cadre ici. Et le deuxième point, c'est que quand même ça n'a pas été abordé, mais tous ces travaux que nous faisons sur les modèles de langue, qu'ils soient grands ou petits, et les avancées que la France fait notamment dans ces domaines, et n'est pas dans les derniers, que ce soit la recherche publique ou de la recherche privée, elle est possible, parce que les modèles sont mis en commun et gratuitement par les entreprises qui les créent. Bon, non seulement les chercheurs, ça on en a l'habitude maintenant, moi c'est les mouvements sciences ouvertes, mais il faut imaginer que toutes les grosses entreprises là qu'on a en tête, les Microsoft, etc., mettent ces modèles qui coûtent des millions ou des centaines de millions, difficile à évaluer, les mettent en commun librement sur des sites comme Hugging Face. Et quand tout à l'heure, il y a eu des exposés sur on a utilisé nos propres modèles, etc. Enfin, je n'ai pas eu l'occasion de poser la question, mais j'imagine bien que ce sont des modèles récupérés sur Hugging Face, donc qui ont été calculés par Microsoft ou d'autres compagnies, qui sont énormes, avec des milliards de paramètres. Donc nous-mêmes, on n'aurait jamais la possibilité de calculer, et qui sont ensuite fine-tunés, donc adaptés pour les besoins des méthodes qui ont été présentées. Il faut quand même imaginer donc une grosse partie des progrès que nous pouvons faire en France ou ailleurs dans le monde, ils sont faits grâce à ces modèles qui sont publics. Donc là, on a mentionné tout à l'heure Llama, BERT, voilà, il y a quelques noms qui ont été glissés. Donc on a quand même en parallèle de la critique qu'on peut faire sur OpenAI, ChatGPT, etc. On peut aussi se questionner sur comment on peut maintenir cette ouverture des modèles qui nous permet à tous de faire des progrès incroyables. Enfin, nous, dans nos domaines, on est passé de 50 points de qualité à 90 sur des problèmes vraiment durs. Donc on a, voilà, et grâce donc à ce type de modèle. Donc on peut aussi se poser la question de ce que ces sociétés-là nous apportent, de ce qu'elles partagent avec nous et de ce qu'elles nous prennent. C'est la même question qu'on s'est posée avec Google. Quand je fais une requête sur Google et qu'elle utilise mes données, puisqu'elle va utiliser ma requête, mon numéro IP, etc., qu'est-ce que je lui donne en échange du service qu'elle me donne. Voilà. Donc je pense que le débat il est un peu plus large que de dire il y a des méchantes compagnies très riches américaines qui non, mais sont on est dans un système purement capitaliste. Qu'est-ce que je te donne à la... Voilà. Quelle est la contrepartie d'un voilà, je veux service? dire qu'il y a une contrepartie, que ces sociétés, au-delà du service qu'elles nous donnent en nous donnant accès à ChatGPT gratuit, elles nous donnent aussi ces modèles, et ça on ne l'avait pas mis dans le débat. Après, elles ne le font pas gratuitement. Par exemple, dans l'IA Act, justement, les systèmes d'IA en sciences ouvertes ne sont pas soumis aux mêmes obligations. On a allégé les obligations à ces systèmes IA sous licence libre ou ouverte. Donc on incite ça. C'est donnant-donnant. En fait, c'est pas purement
altruiste, cette démarche-là. Et puis, sur l'ouverture, il y a ouverture et ouverture. C'est-à-dire qu'il y a, quand on voit la politique d'ouverture de ces systèmes IA, vous n'avez pas forcément les dernières versions, vous avez la possibilité de les utiliser, mais pas à des fins commerciales. Il y a des restrictions. Donc, il faut regarder aussi en détail, finalement, qu'est-ce qui se cache derrière juste l'annonce d'un système IA ouvert ou sous licence libre. Là aussi, il y a plein de nuances. Oui, je veux dire juste qu'il y a des dizaines de milliers ou centaines de milliers, je ne sais pas combien on en est aujourd'hui sur Hugging Face. Voilà, il n'y a pas juste GPT 4 ou toutes sortes de modèles adaptés à toutes sortes de tâches. Il y a eu un superbe exposé de Pierre, donc voilà, sur aussi bien de l'image, de la planification, etc., qu'on va pouvoir combiner avec l'exploitation du texte. Et donc il y a une diversité et une richesse inégalée, qui est difficile à imaginer en termes de potentiel. Alors, effectivement, il y a des garde-fous, mais voilà, sur l'aspect économique, pour l'instant, elles perdent énormément d'argent, toutes ces sociétés-là. Elles ne sont absolument pas bénéficiaires. Elles claquent des milliards comme s'il en pleuvait, contrairement à ce qu'on a pu dire sur les publishers, par exemple, pour refaire la comparaison, qui, eux, ont bien gagné de l'argent en utilisant nos publications. Bien, écoutez, on vous remercie tous les quatre pour ces échanges, pour vos présentations. Merci à vous pour l'invitation. Merci Catherine, merci Liane, merci Cyril Merci. et merci Mélanie.